Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans les allées de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux pour un numéro d'enquête de région exceptionnel consacré à la COP 21, la conférence sur les changements climatiques qui s'ouvre la semaine prochaine à Bordeaux. Des changements dont nous mesurons quasi quotidiennement les conséquences. Nous en parlerons avec nos invités durant cette heure d'émission. Mais avant cela, quelques chiffres, histoire de finir de se convaincre de l'intérêt de ce sujet, y compris en Aquitaine, qui est un territoire qu'on pourrait penser épargné en la matière. En 2015, près de 2 millions d'Aquitains, 7 habitants sur 10 vivent en ville et 1 sur 3 dans la seule agglomération bordelaise, ce qui explique en partie pourquoi nous sommes installés ici pour parler de la ville d'aujourd'hui, mais également de la ville de demain, avec des invités et un grand témoin, l'architecte basque Xavier Leibar. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez nous accompagner durant cette heure d'émission. Vous êtes architecte, vous êtes également enseignant ici dans cette école, on en parlera également. Mais tout d'abord, cette histoire de respect de l'environnement, de construire autrement, est-ce que ce n'est pas finalement un argument marketing du moment ? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a un enracinement assez fort de ces questions-là, de ces idées-là. Je pense qu'elles sont très largement relayées aujourd'hui. Et je crois que ça fait partie des convictions qui sont en plus très largement portées par les jeunes générations. Donc je pense qu'on est face, pour le coup, à une pensée durable. C'est une conviction des architectes. Est-ce que c'est une demande de vos clients ? Progressivement, ça le devient. Encore une fois, je pense qu'il y a un mouvement qui est enclenché et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et que cette demande d'être émergente. Elle est encore différemment formulée suivant les territoires. Il y a une prise de conscience plus ou moins aiguë selon qu'on soit sur le territoire urbain ou moins urbanisé. Mais je pense que petit à petit, c'est quelque chose qui va réellement prendre une dimension générale et je pense que c'est salutaire d'ailleurs. Vous parliez de mouvement. Je propose de rentrer à l'intérieur et de rejoindre nos invités, mais également Sandrine Valero qui est avec des étudiants de l'école d'architecture de Bordeaux. Effectivement, Serge, je suis en compagnie de Margot et de Clémence, qui sont toutes les deux étudiantes en 4e année d'architecture. Bonjour à toutes les deux. Nous allons partager avec elles leur vision de leur futur métier. Margot, on va commencer avec vous. Est-ce que justement l'environnement dont vient de parler Xavier Leibar, est-ce que c'est une de vos préoccupations en tant que future architecte, en tant qu'étudiante ? Alors, l'environnement, c'est vrai que techniquement dit comme ça, la construction, le paysage et tout ça, c'est difficile de l'intégrer directement dans l'enseignement. Après, je pense que si on le voit sur quelque chose d'un peu plus élargi, la durabilité, le cadre de vie et tout ça, bien sûr, ça en fait partie. Et je pense aussi que ça doit petit à petit faire partie de notre conviction et de ce dont on a envie. Est-ce que ce n'est pas un petit peu votre ADN, Clémence, vous en tant que futur architecte, est-ce que ça ne rentre pas obligatoirement, j'allais dire, dans la ville que vous voulez construire, la ville de demain pour vos enfants ou même celle dans laquelle vont vieillir vos parents ? C'est sûr qu'on sera des futurs praticiens de l'architecture, mais on est aussi des citoyens, donc on voit ce qui se passe aujourd'hui, on voit nous comment on vit, les évolutions de ces modes de vie, on découvre des quartiers qu'on voit d'un œil critique, certains quartiers dans lesquels on voit qu'une évolution est possible et d'autres où on se rend compte qu'il y a certaines choses qui marchent un peu moins bien. Et je pense que oui, en tant que citoyen et futur architecte, on a cette vision-là. Margot, est-ce que vous avez aussi conscience, en tant que futur architecte, que vous avez une véritable responsabilité dans la ville et dans la vie que nous aurons demain ? Bien sûr, ça je pense qu'on en est parfaitement conscient. C'est nous, plus ou moins, qui avons les clés de la construction du monde. Et effectivement, on a une responsabilité à porter, mais je pense qu'on a vraiment envie de la porter. C'est ça qui nous motive. Et si on a envie de faire ce métier-là, c'est aussi c'est pour donner, c'est pour offrir de ce qu'on a à créer pour le monde. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. On vous retrouve et pour le moment, on va retrouver Serge en compagnie de ses invités. Oui, on est tout à côté de vous, Sandrine. Vous êtes sur cette mezzanine avec ces jeunes architectes et nous sommes avec des experts, notamment le directeur de l'école d'architecture de Bordeaux, Martin Chénaud, mais également le docteur Meignier, parce qu'on a envie de savoir un petit peu, vous qui avez une expérience de médecin généraliste à Bordeaux, vous avez côtoyé différentes populations, différentes typicités, et on a envie de savoir si vous mesurez, vous, dans votre quotidien, l'impact sur l'environnement. Mais d'abord, Martin Chénaud, une petite question. On a senti ces jeunes étudiantes en architecture très investies par cette dimension de respect de l'environnement. Est-ce que ça vous a obligé ou ça vous oblige à modifier l'enseignement parce que voilà, maintenant, ça fait partie intégrante du cursus ?
Alors, progressivement, oui, bien sûr, ça nous oblige à adapter notre enseignement ou nos enseignements au contexte actuel. Mais je pense qu'on s'inscrit vraiment dans une logique de fond sur laquelle les architectes et les paysagistes sont naturellement impliqués. Pourquoi ? Puisque leur métier, c'est de concevoir les espaces de vie. Et qu'on voit bien que pour faire face à la fois aux questions démographiques, pour faire face aux questions énergétiques, et donc pour répondre aux enjeux du développement durable, la question de comment on vit et de comment on aménage nos espaces de vie est fondamentale. Donc de fait, j'allais dire, architectes et paysagistes sont impliqués là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut amener de différent par rapport à ce qui se faisait autrefois ? Il y a une sensibilité, en tout cas, il y a une dimension citoyenne de l'architecte. Est-ce que ça a évolué peut-être ? Alors, par exemple, la loi sur l'architecture dit que l'architecture est d'intérêt public, la qualité architecturale est d'intérêt public, donc c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la question de la responsabilité de l'architecte dans la construction d'un monde meilleur, quand une des étudiantes dit voilà, on va construire le monde, c'est à nous de construire le monde. Moi, je suis ravi d'entendre ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette responsabilité citoyenne qui est inscrite dans les gènes des architectes. Xavier Leibar, vous, dans votre quotidien, ça vous anime également? Parce qu'on a senti les jeunes étudiants très investis. Vous aussi, ça vous anime? Non, bien sûr, ça nous anime. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a deux facteurs conjugués qui me semblent accélérer le processus. Le premier, c'est que je crois qu'on passe progressivement de la ville nuisance, de la ville subie à la ville désirée. Et ça, c'est une mutation très profonde. Il y a une sorte de réenchantement de l'urbain qui est en train de s'opérer. Et en même temps, on a des jeunes générations et des moins jeunes qui ont cette prise de conscience citoyenne. Donc les deux paramètres conjugués font que je pense qu'on va vers des mutations assez profondes. Des mutations profondes. Antoine Meignier, docteur Antoine Meignier, vous avez l'habitude de croiser de multiples patients au cours de votre carrière. Courte carrière, oui, 30 ans. Une trentaine d'années. Vous avez vu évoluer les pathologies, on pense aux maladies respiratoires, aux allergies liées à la pollution. Ah, tout à fait, ça c'est évident que depuis 33 ans que je travaille exactement, j'avais presque pas de bronchiolite il y a 33 ans chez les nourrissons. En fait, c'est les deux extrêmes des âges qui est important, les très jeunes et les très vieux, les très âgés. On s'aperçoit que les maladies, asthme, pollution, rhinite, c'est énorme. C'est chez les nourrissons aujourd'hui, chez les enfants, on en voit tout le temps. Il y a même des services qui sont adaptés à ça. Et chez les personnes âgées, la souffrance par la canicule, par la chaleur. Et entre autres, souvent, on parle des problèmes de chaleur et des problèmes des vieilles maisons qui ne sont pas du tout adaptées au réchauffement et notamment dans l'isolement, etc. Et je vois tout à fait dans les vieux immeubles dans lesquels je vais faire des visites à domicile, car j'en fais encore un peu. Enfin, j'aime ça. Et je m'aperçois que les maisons ne sont pas du tout adaptées au changement climatique. Et il y a des pathologies liées à ça? Tout à fait. Des coups de chaleur, des coups de tension, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires qui sont dus à cet événement-là, très fréquemment. Dans le cursus que vous offrez à vos étudiants, il y a cette dimension-là aussi. Ce n'est pas un toit au-dessus de la tête, il y a cette partie aussi, il y a des gens à l'intérieur. Alors, bien entendu, au-delà, j'allais dire, de la question des usages qui font partie de notre quotidien d'architecte dans la conception, la prise en compte de la qualité environnementale à l'intérieur du bâti est une dimension croissante qui se traduit par des enseignements spécifiques aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'ambiance et le confort dans l'architecture et l'urbanisme. Alors, en vous rappelant que nous sommes au cœur des ateliers de l'École d'architecture supérieure de Bordeaux et des paysages, on va essayer de prendre la mesure de ce que peuvent être les solutions à apporter en matière de logement. Je propose de prendre les directions du Pays Basque, où notre invité, Xavier Leibar, a réalisé le tout premier écoquartier d'Aquitaine. C'est à Saint-Jean-de-Luz. Ingrid Gallou et Sandrine Estrade jouent les guides, visite guidée. Nous sommes ici dans le premier écoquartier d'Aquitaine. Alturan, achevé voici 5 ans, 200 logements, 1000 habitants, une ville dans la ville de Saint-Jean-de-Luz. Lorsque la commune passe commande, l'exigence est forte. Réaliser du logement social à haute qualité environnementale, un défi pour le cabinet bayonnais Leibar et Seignerin, qui en fait une force. La dimension écologique, pour moi, elle relève d'une forme de responsabilité. Donc elle est en aucune manière une contrainte, elle est incontournable à mes yeux. Et en plus de ça, souvent elle est un levier pour être inventif. Et inventif, il faut l'être avec un terrain en dénivelé. Résultat, les maisons s'échelonnent sur 2 ou 3 étages. Orientés nord-sud, les appartements captent la chaleur en hiver et génèrent du frais en été.
Penser écologique, c'est amortir les surcoûts dans la durée et donc pour les habitants. Je chauffe pratiquement pas l'hiver. Hein. Tout ce qui est séjour et chambre donne sur ce côté-là. Le soleil passe toute la journée. Et en hiver, je ferme le balcon, c'est-à-dire qu'il y a une vitre qui est coulissante. Et ça fait comme une véritable serre. Hein. Je peux faire des économies de chauffage relativement importantes, c'est sûr. Mais dans écoquartier, il y a aussi la notion de quartier. Ce désir de vivre ensemble, on le retrouve dans les espaces partagés, nombreux. Barbecue commun, promenade, jeux pour les enfants. Restez donc à s'approprier cet environnement pensé pour le collectif. Je trouve que c'est très bien fait, c'est très fédérateur. Les enfants se retrouvent tous le soir. Il y a un fronton, il y a une piste de skate, un terrain de foot, des balançoires. Pour moi, c'est un concept très intéressant pour justement sortir les gens de l'isolement. C'est sympa ici, on est bien, on est tous, on se connaît un peu tous, les enfants surtout se connaissent tous et puis ça profite, ça joue autour. Beaucoup ont choisi d'habiter ici, d'autres sont arrivés par hasard. Mais tous ont conscience de vivre dans un endroit pas comme les autres, avec la sensation d'être un peu précurseur. Moi, je pense que la dimension environnementale, elle est passée dans les mœurs. C'est-à-dire que je crois qu'elle fait partie aujourd'hui des centres de réflexion et d'intérêt de nous tous. Je crois en plus que les jeunes générations sont extrêmement sensibilisées à ces questions. Elles ont un rapport, je vais dire, à la planète qui est particulièrement aiguisé. Moi, je suis assez optimiste sur l'idée qu'on soit de plus en plus vertueux dans la manière d'habiter et de construire. L'habitat durable est-il l'avenir de l'urbanisme? Le cabinet Leibar continue sur sa lancée avec d'autres projets d'écoquartier, basés là encore sur la mixité et le bouleversement de nos modes de vie. De l'écoquartier de Saint-Jean-de-Luz, retour ici à l'École supérieure d'architecture et des paysages de Bordeaux avec Xavier Leibar. On vous a vu dans le reportage. Alors certes, après on dit que c'est magnifique, que ça a l'air plutôt agréable à vivre. Au début, ça n'a pas été facile. Créer la ville de demain, ça passe par des oppositions. Il faut la faire accepter. Moi, je crois qu'aujourd'hui, très honnêtement, la question elle est moins de vaincre des résistances que de convaincre et de poursuivre un mouvement qui me semble, encore une fois, assez largement engagé. Donc moi, je ne sens pas de véritable résistance. Je crois qu'il y a plutôt cette aspiration pour une ville un peu différente, pour une ville avec plus d'aménités, pour une ville plus sensible, plus agréable au quotidien. Et ça me paraît être plutôt porteur. C'est porteur, mais c'est quand même difficile à imposer, notamment au Pays Basque, où on sait qu'il y a une forte tradition qui a permis de conserver un paysage magnifique. Mais c'est, j'imagine, difficile quand on arrive dans un quartier, qu'on crée des bâtiments ultra modernes avec des toits terrasses, sans les couleurs forcément et repères. Ça doit être susciter quelques oppositions, j'imagine, quand même. Non, c'est sûr. Enfin, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'écriture architecturale. Effectivement, au Pays Basque, il est très sensible. Donc celui-là, oui, il suscite effectivement des réactions. Et il y a des gens qui s'élèvent contre ce genre d'écriture. Mais je pense qu'il y a un horizon un peu plus large qui me semble plus unanimement accepté, qui est celui de vivre ensemble un peu différemment. Et je crois que celui-là, c'est plus facile de fédérer autour de celui-là. Alors là, on voit sur cet exemple, Martin Chénaud, la satisfaction des gens qui sont à l'intérieur. Ce sont des choix qui sont quand même risqués. On sait que par le passé, malheureusement, il y a eu des erreurs. On va prendre l'exemple de Bordeaux, Mériadec, qui est une erreur phénoménale. Pourtant, l'architecte, j'imagine, à l'époque, était aussi convaincu du bien fondé de son projet. Bon, d'abord, il faut savoir que la production architecturale s'inscrit dans un contexte qui est un contexte économique et un contexte de commande. Tout ce qui a eu lieu comme mode, d'urbanisme avant la grande crise pétrolière de 73, et cette école en est une illustration, tenait très peu compte des questions d'économie d'énergie. Et donc, on a construit à la fois sur des principes, les principes issus du fonctionnalisme, des morceaux de ville ou des bâtiments, dont on a compris aujourd'hui qu'ils ne sont absolument pas durables. Sans prendre la dimension humaine à l'intérieur, sans intégrer cette dimension humaine. C'est-à-dire que des fois, il y a un risque, mais chez les architectes comme chez les urbanistes, ou même parfois les élus, c'est d'imaginer un avenir souhaitable qui est un peu décalé avec les possibilités réelles d'adaptation de l'être humain. Et il y a un certain nombre de concepts en urbanisme qui ont été démontrés, sur lesquels on a démontré avec l'usage qu'ils n'étaient pas souhaitables et pas durables. Donc on a pris en compte une visée de ce que pouvait être l'être humain, mais sans doute pas la bonne. Docteur Meignet, dans votre quotidien, le bien-être des habitants dans les résidences où vous vous rendez, c'est une partie importante aussi de vivre bien. Oui, mais c'est de plus en plus difficile. En fait, on s'aperçoit que, vu en plus les considérations économiques, le prix des loyers, etc., les gens essayent de partir de plus en plus
pour essayer de trouver des loyers pas trop chers. Et quand on trouve des résidences modernes et qui sont adaptées, etc., les prix sont quand même quelquefois plus élevés que dans le logement ancien. Et même si c'est mieux au point de vue économie, au point de vue chauffage, au point de vue de tout ça, et un meilleur confort de vie qui respecte l'environnement, on s'aperçoit que les tarifs sont plus augmentés. Donc à ce moment-là, la population ne peut pas le faire. Et je ressens ça terriblement. Moi, je vais souvent à Mériadec, j'ai des patients, je vais au Grand Parc, etc. On s'aperçoit qu'au point de vue handicapé, par exemple, le problème de l'handicap, c'est absolument pas respecté. Quand on va à Mériadec ou au Grand Parc, un handicapé ne peut pas vivre là. Ce n'est pas possible. J'ai une de mes patientes, elle voudrait déménager, elle a un peu de moyens, elle ne peut pas trouver une résidence qui a une rampe d'handicapé, ce n'est pas possible. Il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées aujourd'hui de ce qui s'est passé dans les années 80 et dans ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, Xavier Leiba, on est entré dans une autre dimension, parce que cet écoquartier qui était précurseur au Pays Basque, vous êtes en train de le décliner, il y en a un notamment à Pessac, c'est plus un phénomène de mode, c'est une réalité, c'est une vraie volonté et c'est soutenu. Alors, oui, je pense que c'est soutenu. Je pense qu'il y a une aspiration collective vers en vivre différemment. Encore une fois, aller vers une ville qui soit une ville désirable, qui soit une ville dans laquelle on puisse s'épanouir. Sans doute que peut-être le débat aujourd'hui, à mes yeux, il est moins dans on va dire le réarmement de ces questions-là, qui me semble très établi, que de trouver le bon curseur entre, on va dire, une écologie normative, voire punitive, oui, punitive. Ce qui était un peu ce qui existait en précédent. Qui est encore un peu en place. La tentation est forte de normaliser, de normer, de mettre les questions environnementales à l'intérieur de cadres, de les mesurer. Ça me semble un peu délicat, et peut-être qu'on peut regarder du côté de la valeur ajoutée en termes de qualité de valeur d'usage. C'est-à-dire comment finalement ces questions environnementales ne se limitent pas à des questions quantifiées, mesurées, normées, mais comment elles sont susceptibles d'apporter du mieux vivre très concrètement dans chacun des logements. Je pense que c'est là la clé du sujet. En quelques mots, le docteur Méniel disait, financièrement, est-ce que malheureusement c'est pas des habitats de riches qui excluent forcément un peu ? Alors, certainement pas. J'ai même presque envie de dire qu'aujourd'hui, le logement social en France est probablement précurseur. Donc non, c'est pas un habitat de riche. En revanche, il a posé la question de comment on regarde, comment on analyse le coût d'un édifice. On a eu tendance pendant des années à considérer que le coût d'un édifice, c'était le coût de construction, en s'intéressant assez peu à ce que ça pouvait donner derrière. L'introduction, on va dire, des problématiques environnementales commence à apporter un raisonnement qui me semble plus juste, qui est celui du temps long, qui est le temps de l'architecture, en regardant ce que ça coûte au moment de la construction, mais aussi ce que ça coûte 30, 40, 50 ans après, lorsqu'on y a adossé les consommations énergétiques, la pérennité du bâtiment. Et là, on se rend compte que non seulement on équilibre, mais que très très souvent, on arrive à des performances économiques bien supérieures. Sandrine, vous êtes avec des futurs architectes. On serait curieux de savoir un petit peu comment jugent ces jeunes architectes le travail de leurs aînés. Bien ça, on leur demandera après que vous ayez vu ce sujet, puisqu'on parlait d'environnement et de nouvelles façons de construire. En février dernier a été posée la première botte de paille pour la construction d'un immeuble collectif à Bègles en Gironde. Botte de paille parce que ce bâtiment est fait de torchis sur une ossature bois, un choix de matériaux revendiqué par les futurs copropriétaires de cet immeuble participatif. C'est un sujet de Jean-Pierre Stahl et de Didier Bonnet. La Ruche, c'est cet ensemble de 2 immeubles participatifs construits à Bègles dans le cadre de Bordeaux Euratlantique. 9 logements sont en accession à la propriété et 2 en location. Des logements montés avec 900 bottes de paille et 85 tonnes de terre façon torchis. Elle permet d'atteindre des performances énergétiques relativement importantes, notamment en termes de confort d'hiver et de confort d'été. Et le deuxième avantage, c'est que c'est un matériau biosourcé qui contribue à stocker du carbone et donc à limiter l'émission de gaz à effet de serre. Contrairement à ce qu'on peut souvent penser, un bâtiment paille ne va pas prendre feu facilement et résiste très bien à l'eau. On a nos appartements personnels, donc l'espace privé est garanti. Mais par contre, on a fait l'option d'une salle mutualisée qui va servir justement cette notion d'ouverture sur le quartier, et aussi un jardin participatif, une terrasse avec une pergola qu'on va construire nous-mêmes, et puis une buanderie. Ce projet immobilier développé par une filiale d'Aquitanis a reçu de nombreuses aides de l'ADEME de Bordeaux Euratlantique et de la ville de Bègles. On a pu bénéficier d'une TVA 5,5, ce qui fait qu'on sort à des prix aux alentours de 2 450 € du mètre carré. Le prix moyen sur la métropole étant aux alentours de 3 600.
Ce projet suscite pas mal de curiosité. Axanis a reçu énormément de messages de gens intéressés, mais davantage par l'aspect participatif que par la construction en paille. Je suis effectivement à nouveau avec Margot et Clémence, étudiantes en 4e année d'architecture. Margot, cet environnement, ce sens du participatif pour la construction, pour le vivre ensemble, c'est quelque chose que déjà vous intégrez, vous, en tant qu'étudiante, future architecte? Alors ça, on en entend parler, mais on le manipule très peu au final. Et je pense que la question de l'échelle du projet est vraiment clé dans ce genre de questions-là. Après, dans le vivre ensemble, dans le bien vivre ensemble, dans le bien vivre tout court, je pense qu'il y a des questions qui doivent aller plus loin, réintroduire un petit peu de poésie et de choses un peu plus légères et essayer de sublimer un peu cette question de juste les matériaux et la construction. Je pense que c'est un ensemble qui pose beaucoup de questions. Clémence, vous comprenez ce sentiment, cette envie de se rapprocher. On a beaucoup dit que la ville était un lieu d'anonymat. Aujourd'hui, dans les quartiers, du coup, les gens ont envie de se rapprocher, de se connaître mieux, d'où ce genre d'immeuble que l'on va construire ensemble. C'est un projet que l'on porte ensemble avec l'architecte, évidemment. Oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez fort. Les gens ont envie de retrouver une échelle qui soit plus l'échelle du quartier. Et c'est vrai que les notions d'écoquartier, elles vont au-delà des aspects techniques, de panneaux solaires qu'on peut mettre en place, mais plus de créer un ensemble autour duquel les gens vont vivre, vont partager. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, qui va se développer et que nous, on en a conscience, en tout cas je pense dans nos études. Et on va essayer dans les années à venir à travailler sur ces sujets-là, je pense. Vous avez déjà des envies, vous avez déjà je ne sais pas moi, un quartier type, une ville type. Vous rêvez de choses comme ça, vous, jeunes étudiants? C'est très compliqué de parler de type parce que, votre rêve à vous. On doit toujours penser le projet dans un site particulier et c'est très compliqué. À ce moment-là, on se dirige vers des utopies, mais sinon c'est très compliqué de parler de ville en général, de quartier en général. Mais est-ce que l'architecte ne doit pas être un petit peu utopiste avant de se replonger dans le concret, dans la réalité? Bien entendu, bien sûr, on a des rêves, il y a des choses qu'on aimerait voir, on peut imaginer tout un tas de choses. La question des transports, je pense, est assez fertile en termes d'utopie et d'innovation, mais après c'est aussi compliqué de mettre ça en œuvre dans le projet. Puis en tant qu'étudiant, je pense que c'est aussi un peu notre rôle d'imaginer le futur. C'est maintenant que vous pouvez vous lâcher, ce ne sera pas après. Eh ben, en tout cas, maintenant on commence à tester des choses et on prend tout ce qu'on peut prendre et puis je pense que ce sera visible dans le futur en tant que praticien d'architecture. Merci Clémence. Vous voyez Serge, la ville de demain se dessine en ce moment dans le cerveau de ces jeunes filles. Oui, et nous sommes au cœur des ateliers de l'École supérieure d'architecture de Bordeaux et de paysage. Xavier Leibar, au contact du quotidien, elles sont extraordinaires de fraîcheur. Est-ce que le quotidien, malheureusement, ne vous ramène pas à une dure réalité et finalement, l'expérience qu'on a vue là, de ces murs en paille, le logement collectif, c'est très compliqué à mettre en place? Moi, je trouve le quotidien plutôt porteur. Donc non, je ne pense pas qu'une Vous avez encore vos illusions d'il y a une trentaine d'années quand vous étiez à leur place? Je pense que j'en ai peut-être même un peu plus parce que je me rends compte que c'est possible. Donc non, moi je n'ai pas du tout un discours pessimiste vis-à-vis de la profession. Au contraire, je pense c'est un privilège aujourd'hui de participer à la fabrication de la ville. Et je pense qu'il faut être très enthousiaste. Et puis on a une vraie responsabilité positive. Donc c'est une chance. C'est une chance. Martin Chéneau, avoir des élèves de ce niveau aussi enthousiastes, c'est un rêve pour un directeur d'établissement, non? Mais c'est un rêve tous les jours d'être à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Non, mais elles sont animées d'une vraie volonté de changer la ville et puis elles sont à l'écoute de leur société. Elles ne sont pas complètement déconnectées non plus. Alors, c'est un de nos objectifs, c'est d'accueillir ici. Et il y a une vraie sélection à l'entrée des écoles, j'allais dire malheureusement aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais c'est un des axes, c'est-à-dire que la sélection des étudiants à l'entrée se fait aussi sur cette motivation qui n'est pas simplement une motivation, et c'est un des risques, j'allais dire, de l'architecture, de produire des objets, c'est-à-dire de faire du design, mais c'est bien de proposer des réponses qui viennent alimenter les questions de société. Et donc voilà, moi je suis ravi d'entendre ça aujourd'hui. Oui. Ça prend peut-être un raisonnement différent auprès de votre oreille, parce que vous êtes issu d'une famille qui a vraiment été militante dans le côté, on va vivre en Ardèche pendant 5 ans, vous n'avez pas eu d'eau, pas d'électricité, vous savez ce que c'est que le retour à la nature.
et ça ne vous en a pas dégoûté visiblement, puisque ça vous a amené à l'architecture et que ça fait partie des enseignements d'aujourd'hui. Effectivement, moi j'ai le sentiment en fait que ça m'a surtout donné une conscience des écosystèmes au sens large, c'est-à-dire que l'habitat, quand on parle d'un habitat pour un animal par exemple, c'est pas simplement sa tanière, c'est vraiment l'environnement dans lequel il vit. Et je crois qu'il y a une évolution qui est en cours avec les questions de développement durable, qui est qu'on considère le logement comme une partie d'un écosystème qui est la ville ou qui est le territoire ou qui est le village, et que finalement les solutions techniques qui viennent alimenter la construction sont des solutions techniques qui prennent en compte cet environnement. Si on défend autant aujourd'hui les filières courtes ou les filières comme la paille, c'est précisément parce qu'elles ont à voir aussi avec l'écologie de l'ensemble du territoire. Alors, on vient de le voir, hein, il peut y avoir donc ces constructions qu'on peut qualifier de militantes, mais il existe également toute une série de gestes quotidiens qui peuvent très largement et profondément et très concrètement agir en faveur du respect de l'environnement. C'est même l'objet d'un challenge éco-citoyen à Bordeaux. Sandrine Valero et Didier Bonnet se sont rendus chez l'un de ses participants. Il y a de vraies économies à la clé. Reportage. Vous participez au concours des familles à énergie positive. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? C'est tout simple, en fait, il suffit de prendre conscience un petit peu de ce qu'on fait, le comportement qu'on a dans la maison, et de faire des petits gestes. Donc là, par exemple, je viens de charger mon lave-vaisselle, et donc plutôt que de le nettoyer vite fait avec l'eau, il faut toujours mieux le mettre dans le lave-vaisselle. Des conseils de bon sens que Damien Lacroix met en pratique au quotidien. Sensibilisé depuis longtemps aux problèmes d'économie d'énergie, il a participé avec des voisins au concours des familles à énergie positive lancé par l'ADEME. Un kit lui a donc été remis, comprenant des ampoules à basse consommation et des mousseurs à poser sur les robinets de la maison. Chacun à son niveau peut faire des gestes pour l'environnement, à commencer par l'électricité. C'est une ampoule, on va dire classique, qui consommait 45 watts. Et donc avec cette ampoule que je viens de changer, LED, on consomme 2,5 watts. Donc on consomme plus de 10 fois moins, quoi. Et c'est surtout quand il a vu la consommation de ces chauffages électriques que Damien a décidé d'agir. Damien, cette facture, ça correspond à quoi? Elle est assez élevée pour 2 mois quand même. Quand on reçoit ça, on se dit peut-être qu'on peut régler nos chauffages pour qu'ils soient allumés que quand on est là. Peut-être qu'on peut, au lieu de se chauffer à 21, se chauffer à 20. Enfin voilà, on va essayer de prendre des mesures un peu drastiques parce que ça fait quand même cher, quoi. Et le fait de baisser la température sur les radiateurs, de limiter aussi le temps où ils fonctionnent, ça n'a pas suffi à faire baisser la facture? Pour vous, c'était pas assez? Disons qu'on pouvait faire mieux. Damien a donc décidé de faire installer un poêle à granulés. L'économie d'énergie a été très vite palpable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électricité, pour se chauffer, avec le rendement des appareils, on est à peu près à 16 centimes du kilowatt. Et sur du granulé, par exemple, on est plutôt à 7 centimes du kilowatt. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Donc on voit tout de suite que pour un même niveau de chauffe, on arrive à être pratiquement plus de 2 fois moins cher. Ce ne sont pas les seuls investissements qu'a fait Damien. Il avait déjà fait poser des panneaux photovoltaïques, isolé ses combles et avait fait refaire ses huisseries, sans oublier le changement de ballon d'eau chaude. C'est un ballon d'eau chaude thermodynamique solaire, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à un ballon d'eau chaude thermodynamique qui prend la chaleur dans la pièce pour chauffer l'eau, celui-ci va être relié à l'extérieur, à un panneau, qui va donc prendre la chaleur qui est également à l'extérieur. Donc par exemple de la pluie, du soleil, ou même la nuit, plus de 0 degré, il va prendre la chaleur et aider le ballon thermodynamique à chauffer l'eau. Toutes ces installations sont des investissements lourds à l'achat, mais les économies sur les factures sont indéniables, entre 15 et 20%. 15 à 20% d'économie. Je me tourne vers l'architecte que vous êtes, Xavier Leiba. Quand vous préparez un projet, que ce soit pour du collectif ou du particulier, ça fait partie des choses que j'imagine vous développez en amont, où malheureusement, là aussi, il y a un coût, ça coûte quand même relativement cher de mettre ça en place. Non, les économies d'énergie, la frugalité énergétique, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont complètement inclus dans nos réflexions de projet. Pour le collectif comme pour le particulier? Oui, alors c'est peut-être de manière encore
plus forte pour le collectif, hein, parce qu'évidemment l'engagement est décuplé. Maintenant, moi simplement, en réaction à ce reportage, ce que j'ai envie de dire, c'est que bien sûr c'est important, bien sûr la maîtrise des coûts et la maîtrise des consommations énergétiques, c'est une question centrale qui est planétaire. Mais malgré tout, je pense que notre mission à nous, architectes, elle est d'amener une valeur ajoutée spatiale. Je me méfie un tout petit peu des espaces à vivre qui ne seraient que des séries de compteurs où on mesurerait de manière extrêmement fine et quotidienne les kilowatts qu'on consomme. Ce que vous voulez dire en gros, c'est que si on fait trop attention à ça, ça vous contraint, ça vous brime? Non, ce que je veux dire, c'est que le plaisir de la vie ne peut pas se résumer à regarder un compteur avec des kilowatts qui défilent. Voilà, ça dépend si on paye la facture, peut-être. Je pense qu'il faut être raisonnable, on va dire, dans la prise en compte de différents facteurs. C'est-à-dire qu'il y a un risque aujourd'hui à mettre un tel accent sur ces questions-là qu'on peut oublier que l'architecture, c'est aussi un lieu d'épanouissement, c'est un lieu de plaisir, c'est un lieu de bonheur au quotidien. Et donc, je crois qu'il faut être prudent. Si je raisonne par l'absurde, on pourrait avoir des logements qui soient extrêmement vertueux en termes environnementaux, qui soient très très peu consommateurs d'énergie, mais absolument terrifiants à vivre. Donc, je crois qu'il faut être mesuré sur ces questions. Vous n'allez pas diluer dans l'écologie ou dans le respect de l'environnement la créativité et le plaisir de vivre aussi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je pense que nous avons une responsabilité, nous concepteurs, pour faire en sorte que cette démarche, encore une fois vertueuse écologique, s'accompagne systématiquement d'une valeur ajoutée en termes d'usage, d'une qualité de lieu, d'une qualité d'espace. Parce que l'un sans l'autre, ça ne fonctionnera pas. Ce ne sera pas un système durable. Voilà, il faut que les gens s'y retrouvent, prennent du plaisir à vivre et pas simplement du plaisir économique. Vous voyez, opinion du chef, docteur Meignet, vous qui êtes amené quotidiennement à aller dans le foyer de vos patients, cette prise de conscience du respect de l'environnement, du mieux consommer, du mieux vivre, c'est quelque chose pour la télévision ou c'est une réalité que vous voyez dans le quotidien de vos patients? C'est vraiment une réalité. Je vois il y a des générations, je pense, qui est différente. Aujourd'hui, les jeunes ont tout à fait, c'est comme mettre la ceinture en voiture. Enfin, ma génération, on oubliait souvent de mettre la ceinture et maintenant, je vois les enfants, ils montent tout petits mettre la ceinture. Je vois maintenant le choix que font les jeunes qui ont 15-16 ans, sont respectueux de ça. Les personnes âgées, peut-être un peu moins parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et il y a une tranche d'âge qui est différente. Mais je m'aperçois ils regardent ça. Après, le problème économique, comme on disait, c'est aussi très important. Mais ils n'ont pas la conscience. En tout cas, dans la jeunesse aujourd'hui, ils ne regardent pas. Il suffit d'écouter mon fils quand il branche ses amplis plein tube pour écouter sa musique. Je pense qu'il ne regarde pas le nombre de watts qui se dépasse. Alors justement, cette prise de conscience, on l'a vu, elle passe par des gestes tout simples, à commencer par réduire la consommation de beaucoup de choses. Et puis aussi parce qu'on met dans nos assiettes. Et dans cette émission, nous souhaitons être très concrets, mieux se nourrir tout en respectant la planète et le cycle de la nature. C'est possible et ce n'est pas forcément très cher, comme le montrent au marché de la Teste Sandrine Valero et Didier Bonnet. C'est un menu d'automne que nous propose Dounia. Alors, je vais vous prendre 2 harengs entiers comme ceci. Est-ce que vous pourrez me lever les filets, s'il vous plaît, madame? Tartare de hareng sur purée de potimarron et pommes au four en dessert. Voici, madame, 6 € aussi. Merci beaucoup. Merci. Le hareng se pêche en ce moment. Le potimarron est par excellence un légume de saison, tout comme la pomme et la reine de l'automne. 3 excellentes raisons pour les mettre dans nos assiettes. On va faire des pommes rainettes rôties au four, petits fruits secs et du miel dessus, ça serait une bonne idée. Pour réaliser le plat principal, il faut tout d'abord découper en petits dés les filets de hareng. On fait la même chose avec l'oignon rouge, la base de notre tartare est prête. Pour l'assaisonnement, le jus d'une moitié de citron et son zeste, du persil, le tout arrosé d'un filet d'huile d'olive. Surtout pas de sel, le hareng en contient suffisamment et de toute façon, il est bon de le limiter dans notre alimentation. Cuisiner sain implique d'utiliser des produits frais. Ah, ça suffit. Aujourd'hui, tout ce qu'on va travailler comme ça en produits frais, que ce soit le citron, que ce soit le persil, que ce soit le potimarron, on a une grande richesse en antioxydants, variés. Donc vraiment pour, je dirais, mettre toutes les chances de son côté au niveau nutriments pour la santé. Je pense que là, on fera le plein. Pour la purée de potimarron, le couper en dés grossiers, le faire cuire 20 minutes à la vapeur et le mixer. C'est délicieux. Pendant que Dounia et moi préparions le hareng et son accompagnement, les pommes rainettes ont cuit dans le four. Il suffit maintenant de finaliser le dessert. On va y mettre un petit peu de miel, ça ne gâche rien.
c'est gourmand et c'est plein de vertus, le miel. Donc j'ai pensé à quelques amandes qu'on va pouvoir même mettre à l'intérieur comme ceci. Comme ça, on découvrira le miel et les amandes au fil de la dégustation. C'est un menu de saison, simple à réaliser pour une somme modique, moins de 3 € par personne. Docteur Meignet, mieux se nourrir, c'est aussi respecter l'environnement d'une autre façon, mais c'est se respecter aussi soi. Est-ce que ça aussi, vos patients, ils ont appris à peut-être à consommer local, à consommer dans le tempo, oui, de ne pas manger, forcément se nourrir de tomates en hiver? De plus en plus. Alors, honnêtement, de plus en plus. L'alimentation, limite plus que les économies d'énergie, les watts, etc. J'ai l'impression que la nourriture est quelque chose qui compte beaucoup, parce que je crois qu'il y a quand même des campagnes publicitaires pour tout ce qui est mauvais, le cholestérol, etc. Et puis nous, notre devoir de médecin, c'est de répéter sans arrêt ça. Quand on regarde la population française, qui est une population surtout dans le sud-ouest, où le foie gras, le confit et le taux de cholestérol est très élevé, on s'aperçoit qu'ils veulent mieux manger, plus écolo, et d'ailleurs les marchés écologiques, il y en a un à Codéran où j'y suis, ils se marchent de plus en plus et vraiment ils font attention. Là aussi, il y a le côté de la santé des gens, le côté économique et ils font très attention à ça. Et c'est important pour la santé, je le vois. Xavier Leibart, en tant qu'architecte, vous êtes amené, vous, assez souvent à créer des espaces communs, des espaces de vie, notamment des jardins. C'est du folklore ou c'est une vraie réalité? Ça répond à ces attentes de mieux manger? Alors non, l'agriculture urbaine, c'est un phénomène qui est croissant, grandissant et qui, je pense, dépasse ce folklore. Donc non, je pense que il y a une vraie prise de conscience et puis il y a un vrai appétit pour le coup. Hein. Il y a un désir finalement de... C'est pas du folklore? Non, je pense pas. Quand vous retournez sur place quelques années après, ça continue d'être utilisé? Il y a des gens qui continuent à mettre les tomates que vous leur aviez indiquées au début? Moi, je dirais même que de plus en plus, et pour diverses raisons. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'avoir des filières plus courtes, de se nourrir sainement, d'être frugal, économique. Donc non, je pense que ce sont des phénomènes qui me semblent installés de manière assez pérenne. Martin Chesneau, il y a des paysagistes ici. Vous leur apprenez aussi cette dimension-là? Il peut y avoir des espaces réservés pour le jardinage? Oui, bien sûr, ça fait partie des objectifs de formation. Moi, je pense que la question de la nourriture soulève, en fait, ou illustre encore une fois la question de l'écosystème dans lequel on vit. C'est-à-dire que, en présentant ce qui se passe sur le marché à quelques kilomètres d'ici, finalement, c'est réactiver les liens entre ville et territoire, entre ville et campagne. Et c'est bien à cette échelle-là qu'il faut penser, parce que c'est le métabolisme de cette échelle de vie, au final. Hein. C'est-à-dire que nous habitons Bordeaux, mais nous consommons ce qui se passe autour aussi. Nous allons passer le week-end à l'extérieur, etc. Et donc, c'est bien comment on appréhende tout cet environnement. On appréhende cet ensemble. Et alors, ce que je voulais évoquer maintenant, c'est la façon dont aussi on va travailler dans le futur. Ça s'invente aussi, et il y a notamment une société bordelaise. Sandrine, vous êtes avec son PDG qui développe de vrais concepts pour le travailler autrement demain. Tout à fait, travailler autrement. C'est aussi un enjeu dans la ville de demain, dans le monde de demain. Il faut des prises de décision rapides, partager l'information de façon quasi instantanée, tout en limitant les déplacements pour minimiser l'empreinte carbone. Christophe Chartier, bonjour. Vous êtes le PDG d'Immersion, une société spécialisée dans la réalité virtuelle. Vous êtes d'ailleurs le leader européen de cette spécialisation. Comment se dessine cette nouvelle façon de travailler ? La réalité virtuelle permet aujourd'hui de s'immerger dans un monde 3D pour prendre des décisions, pour partager une information avec des équipes interdisciplinaires. L'enjeu aujourd'hui, l'évolution de ces technologies, c'est la capacité de partager à distance et de prendre ces décisions à distance. Tout type de compétences peuvent être agrégées autour de cette maquette virtuelle et on peut donc accéder, éviter les déplacements bien évidemment, mais surtout prendre de meilleures décisions plus vite. Donc, vous nous avez très gentiment ouvert les portes de votre société située sur la rive droite de Bordeaux et vous nous avez fait découvrir le système immersif qui est votre spécialité. Je vous propose de le découvrir. Depuis plus de 25 ans maintenant, certaines industries utilisent la technologie numérique afin de réduire les temps de conception, les temps de prise de décision, donc les coûts. La société bordelaise Immersion délivre depuis 2 décennies des solutions dans le domaine de la réalité virtuelle. Donc Immersion, son rôle, c'est d'accompagner, de favoriser ces échanges entre les collaborateurs d'une entreprise pour permettre de faire mieux
et sans impacter trop l'environnement, justement. C'est un peu le sens de cette technologie, puisqu'aujourd'hui, on ne fait plus de maquettes physiques, on se déplace de moins en moins. L'une des principales technologies développées par la société est le système immersif. L'industrie automobile en est une utilisatrice, les prototypes sont numériques. Aujourd'hui, plus besoin de fabriquer le modèle, une paire de lunettes suffit à se croire à l'intérieur de la voiture. Donc là, si vous vous baissez, vous allez pouvoir... J'ai l'impression d'avoir pris la porte sur la tête. Heureusement, elle est que virtuelle. Par contre, là, si vous vous baissez, vous allez pouvoir vraiment mettre la tête à l'intérieur du véhicule. Là, je suis dans le véhicule, complètement. Bon, par définition, cette maquette, elle est numérique, donc elle est dématérialisée. Toutes les décisions qui avant étaient prises avec des maquettes physiques peuvent être prises ici avec une maquette numérique, ce qui permet d'accélérer les processus et ce qui permet effectivement de réduire très fortement le nombre de maquettes physiques qui sont utilisées pour valider les décisions et donc un gain de coût, mais aussi un gain pour l'environnement au final. L'autre projet phare de l'entreprise bordelaise est la table de réunion virtuelle. Elle permet de partager les informations avec des collaborateurs partout dans le monde. La réunion est locale et distante à la fois. Déjà, on retrouve l'avantage du système immersif qu'on a vu tout à l'heure. On va pouvoir travailler sur le numérique de la même façon qu'on le fait sur le physique aujourd'hui, avec du papier, par exemple, qui pourrait être au milieu de cette salle de réunion. Et puis en plus, parce que dans cette réunion numérique, on a la capacité d'intégrer des gens qui sont à distance, qui sont loin, d'intégrer plusieurs groupes de personnes, on va réduire le déplacement, on va accélérer la prise de décision et du coup, on va diminuer l'empreinte environnementale. La recherche et le développement sont un souci constant pour les ingénieurs de la société. Leur préoccupation principale est la facilité d'utilisation du système 3D. Ce cube il va permettre de manipuler le plus intuitivement possible cette information, tout en la faisant apparaître quasi comme si elle était entre mes mains, comme vous le voyez ici. On a un peu cette sensation d'avoir l'objet 3D numérique qui n'existe pas, de l'avoir physiquement entre nos mains, comme si je jouais avec un globe miniature. Avec un ballon. Si le système immersif a conquis beaucoup d'entreprises internationales ou régionales, la formation aussi a pris le virage de la 3D, à l'instar d'Aérocampus, le centre de formation en maintenance aéronautique. Il va être très compliqué pour les jeunes d'avoir l'ensemble des avions, des Airbus, des Boeing, des Rafale et autres avions réels. Donc la maquette numérique va permettre de les former, de les préparer, alors que l'avion n'est pas là. La réalité virtuelle devient incontournable pour les entreprises aujourd'hui. Elle conquiert aussi le monde des particuliers. L'un des axes de recherche d'immersion est de pouvoir s'emparer du système avec la même facilité qu'on utilise un smartphone. Ce système immersif que vous nous avez fait découvrir, Christophe Chartier, c'est absolument incroyable. C'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'être dans la voiture. Au-delà de l'aspect ludique, quel est le véritable enjeu économique ? L'enjeu économique est fort, est réellement tangible aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. On réduit le nombre de maquettes physiques. L'industriel va pouvoir produire, concevoir, imaginer plus vite les choses avec moins d'erreurs. Donc il y a un intérêt fort en termes d'agilité, de compétitivité aussi. Et là, vous parliez de maquettes physiques, ce qui fait que là aussi, d'une certaine façon, on préserve l'environnement. Parce que ces maquettes physiques, une fois qu'on n'en a plus l'utilité, qu'est-ce qu'on en fait ? On les détruisait jusqu'alors et avec des déchets bien sûr associés. Et donc l'intérêt... Aujourd'hui, l'intérêt fort, bien sûr, c'est de faire disparaître ces maquettes, comme on le disait. Mais au-delà de ce travail qui peut être local, c'est cette capacité, avec la transformation numérique dans laquelle on accompagne ces industriels aujourd'hui, c'est de pouvoir partager à distance. C'est de donner accès à de l'expertise distante et sans avoir à se déplacer, éviter le temps dans le transport pour les collaborateurs d'une entreprise. Aujourd'hui, ça, c'est des points clés de ces technologies. Alors, c'est un système qui a un certain prix. Vous me disiez qu'une table virtuelle, une table de réunion virtuelle coûte à peu près 30 000 €. Est-ce que tout le monde ne va pas pouvoir se l'offrir ? Finalement, les plus riches vont être plus écolos que les sociétés les moins riches et qui seront peut-être pointées du doigt parce qu'elles continueront à prendre leur voiture pour aller faire 300 km pour pouvoir voir leurs collaborateurs. C'est un peu le paysage qu'on avait il y a quelques années de ces systèmes uniquement réservés à l'élite nationale ou internationale. Depuis 2 ans, on s'implique très fortement dans cette volonté de démocratiser. On parle d'une table à 30 000, elle était à 50 000 il y a encore 2 ans. Donc on a vraiment une volonté forte aujourd'hui de démocratiser ces usages pour faire pénétrer dans les ETI, grosses PME de la région
et au-delà. Alors justement, en Aquitaine, quels sont les TPE, peut-être pas, les PME, les entreprises, peut-être hors Dassault, parce que ça on imagine bien que Dassault est, on le sait d'ailleurs, est l'un de vos premiers clients. Est-ce qu'il y a des entreprises aquitaines qui utilisent vos technologies ? Vous avez raison, aujourd'hui ces technologies restent quand même la panacée de grands groupes comme Dassault Systèmes, comme Dassault Aviation, comme Thales ou autres. Mais on voit déjà, alors aujourd'hui je prends l'exemple de l'architecture puisque on est dans ce joli lieu. On a très récemment délivré une solution à un architecte qui est basé en Corse aujourd'hui, mais qui grâce à ces technologies de la table, du système immersif, favorise les prises de décision, mais surtout, quelque chose qui est très fort, ce qu'il a fait ressentir, c'est cette capacité de mettre son client au centre du projet. Et il prend part au projet. Le tactile favorise ces échanges et limite les écarts entre l'architecte et le client. Et donc, c'est un enjeu qui est pour lui fort et il augmente ses ventes grâce à ce système aujourd'hui. Anthony, vous êtes vous en 5e année d'architecture. Est-ce que cette réalité virtuelle, ce système 3D, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes déjà approprié, vous, en tant qu'étudiant, mais futur architecte? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez déjà? Parler de réalité virtuelle serait un peu compliqué aujourd'hui parce que c'est des questions qu'on n'aborde pas encore dans notre cursus. Par contre, l'outil informatique, c'est bien évidemment un outil qu'on utilise aujourd'hui dans nos études et même dans notre profession. Par contre, j'aimerais émettre une petite mise en garde. Allez-y, vous êtes là pour ça aussi. Merci, c'est gentil. Envers une profession qui veut que sa production architecturale soit toujours la plus singulière possible, mais qui paradoxalement utilise toujours les mêmes modes de rendu issus du numérique qui ont tendance à homogénéiser les images architecturales. On se retrouve du coup avec des images qui relèvent plus de la pub finalement, qui cherchent à vendre plutôt qu'une véritable image d'architecture qui parle de sensations ou d'atmosphère. On entendait tout à l'heure Xavier Lébar parler de réenchanter le monde. Je pense que la part de rêve et de magie est indispensable aujourd'hui dans notre profession. Il ne faut pas l'oublier. Merci Anthony. Vous voyez Serge, effectivement ces jeunes gens, au-delà de la réalité virtuelle, veulent du concret mais veulent quand même du rêve. Oui, il vous écoutait avec beaucoup d'attention, il disait même il faut l'embaucher. Xavier Lébar, effectivement, le rêve du virtuel, c'est peut-être très loin du quotidien de l'architecte qui lui est dans le concret, dans la construction, dans le dur, et c'est ce que disait ce jeune étudiant. L'architecte, il est dans les deux, c'est-à-dire qu'avant que le projet devienne édifice physique, il est projet, donc il est image mentale, et tant qu'il est image mentale, il utilise évidemment le rapport au virtuel. Donc justement, on est en permanence entre ces deux univers, hein, celui de ce qui va devenir, de ce qui va advenir, et celui très concret, très matériel, très minéral du chantier. Donc non, on est tout le temps en train de chevaucher, en train de passer d'un univers à l'autre. Ça veut dire qu'éventuellement un jour, vous qui avez des activités sur Bordeaux, des activités sur le Pays Basque, vous pouvez imaginer travailler dans une salle de réunion virtuelle comme ça avec des collaborateurs sur Bordeaux, peut-être un client dans un autre endroit? Oui, bon, ça on le fait déjà d'une certaine manière, mais je pense qu'au-delà de ça, je crois que ça permet surtout d'envisager des possibles multiples en fait. C'est-à-dire que c'est, je pense, facilitateur. C'est pas la clé absolue. Hein. Il faut, comme toutes les technologies, il faut les regarder avec une certaine circonspection, avec prudence. Mais c'est évidemment un outil facilitateur. C'est un outil qui permet de manipuler, y compris plusieurs multiples en même temps, qui est un outil d'aide à la décision extraordinaire. Mais ça a une conséquence très concrète, on va moins se déplacer, ou en tout cas se déplacer autrement. Est-ce que ça aussi, sur du long terme, vous l'envisagez? Parce que vous le disiez tout à l'heure, le temps de l'architecte n'est pas forcément celui du client, vous vous inscrivez sur la longueur. Est-ce qu'on imagine qu'il va y avoir des déplacements qui seront différents, des équipements, du haut débit, des choses à mettre en place dès aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a des équipements qui vont être en place aujourd'hui? Oui, ces équipements vont se mettre en place. Est-ce que ça induira moins de déplacements? Je ne sais pas. Enfin, la question si vous faites référence à la question du transport, aujourd'hui, elle ne se regarde pas à l'échelle de l'édifice, elle se regarde à l'échelle à minima de la métropole. Donc, nous, on est, j'allais dire, on peut participer à la réflexion, mais la question de l'architecture ne va pas sur le terrain des transports en commun, qui est un sujet presque en soi. Martin Chesneau, on le disait, l'Aquitaine attire chaque année 30 000 nouveaux habitants. En gros, une ville comme Mont-de-Marsan qui arrive chaque année en Aquitaine. Est-ce que ça fait partie aussi du cursus de formation de vos étudiants de penser cette ville de demain, au-delà de l'habitat particulier ou même collectif, mais là de penser la ville autrement?
Oui. Ils seront en décision, c'est eux qui vont la décider. Exactement. Alors, donc, notre objectif est de préparer les étudiants en architecture et en paysage à répondre aux enjeux actuels et à venir d'aménagement du territoire et de construction des espaces de vie. Donc, dans ces enjeux-là, la question de la croissance démographique, notamment sur un territoire comme le nôtre, mais rappelons qu'on envoie aussi nos étudiants à l'étranger voir ce qui se passe. Je reviens d'Afrique, par exemple, où on voit la croissance urbaine dans des conditions très particulières avec l'habitat spontané. Bon, donc on forme nos étudiants à répondre à ça. Avec les outils qui sont ceux des architectes et des paysagistes, à savoir la capacité d'anticipation, de planification et de dessin, c'est-à-dire de conception des espaces eux-mêmes. Xavier Leibhard, la ville de demain, elle sera quoi? Elle va continuer à s'allonger, c'est-à-dire qu'on ira en gros d'Arcachon jusqu'à Libourne, ce sera une seule et même ville, où il va falloir peut-être penser autrement, comme votre projet des bassins à flot, de l'aménagement de ce concept, le Concerto, en fin de compte, c'est une ville verticale qui est en train de voir, mais avec du lien social, de voir le jour. Ce que sera la ville de demain, c'est difficile de le dire. Moi j'ai l'impression qu'on va vers des villes qui donnent envie d'être vécues. Voilà, avec du lien social, avec des gens qui ne sont pas les uns à côté des autres. Je crois que nous sommes en train de redécouvrir le plaisir de l'altérité. Voilà, je crois que la ville, c'est la rencontre avec l'autre, c'est la rencontre avec la différence. Je crois qu'on a un regard de plus en plus bienveillant vis-à-vis de ces questions. Alors évidemment, hélas, ces phénomènes récents font quelquefois renaître des réticences, mais je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est en faveur du plaisir de la différence, du plaisir de l'altérité, et je crois que la ville participe fondamentalement de ça, et je suis convaincu que nous allons vers des villes qui se rendent de plus en plus séduisantes, agréables, faciles à vivre, confortables et belles. Merci beaucoup, et puis merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos grands témoins durant cette émission. Rappelons que la conférence sur les changements climatiques s'ouvre lundi à Paris. Ainsi s'achève cette enquête de région spéciale COP21. Merci à Sandrine d'avoir préparé cette émission avec moi et à nos invités, ainsi qu'au personnel de l'école d'architecture de Bordeaux pour leur accueil. Merci de nous avoir suivis et passez une très belle soirée sur France 3.